Après-midi, 14h, redémarrage. Europe. Je vais vous proposer qu'on reprenne donc le cours de cette Université Europe. Donc nous accueillons cet après-midi différents représentants. Le sujet de cette table ronde, c'est l'Union européenne et les financements extra-budgétaires du logement social. Tout d'abord, on laissera la parole à Laurent Guéquer, que tout le monde connaît, ou à peu près ici, compte tenu de son ancienneté, sa connaissance des questions du logement en Europe et de son rôle pour l'USH ici à Bruxelles. Et puis également donc Pascal Gruzel, également Louis Faux de EU Invest qui nous expliquera justement les liaisons entre le logement social et le plan Juncker. Pierre-Emmanuel Noël qui nous vient de la BEI. Donc la BEI, c'est évidemment connu puisqu'il y a plusieurs grands programmes sur lesquels la Banque européenne d'investissement est intervenue et on voit qu'il y a vraisemblablement une possibilité intéressante de trouver des collaborations. Enfin, en dernier lieu, on laissera la parole à quelqu'un qui nous vient des ESH, qui vient plus directement de Vilogia, donc qui a la pratique de certains de ces financements. Monsieur Stéphane Ganneman-Vallot qui nous expliquera un petit peu comment il a pu les utiliser. Voilà en quelques mots. Alors tout d'abord la parole à Laurent Guéquer. Je peux te demander simplement une minute, excusez-moi, pour m'excuser auprès des membres du panel, pour parler franglais. Je suis membre du bureau de cette noble institution. On se réunit à 2h30, donc je vous quitterai à 2h30 et je reviendrai après. Donc je vous prie de m'excuser, c'est pas par désintérêt, mais c'est parce que j'ai des obligations qui tiennent à mes fonctions ici. Merci Stéphane. C'est le mien. Tu peux y aller. Oui, donc une courte introduction pour laisser un maximum de temps de parole à nos invités. Pour vous rappeler un peu les masses financières qui sont en jeu actuellement en France par rapport à la fois aux fonds structurels et auprès de la BEI. On l'a vu tout à l'heure dans le graphisme, on n'est pas le pays qui mobilise le plus les prêts de la BEI. Jusqu'à présent, je dirais, on avait la Caisse des dépôts, qui diversifie un peu. Là, ça marche ? Oui. Qui diversifie un peu ses utilisations et en même temps une offre de prêt de plus en plus importante et communiquée de la BEI. Si on prend l'ensemble des fonds européens qui ont été mobilisés par les organismes HLM depuis l'ouverture du FEDER à la rénovation thermique en 2009, on est à 2,5 milliards d'euros qui ont été investis par l'Union européenne principalement dans la rénovation thermique des logements HLM en France, 220 millions d'euros de FEDER dans la période 2009-2013, avec 800 projets cofinancés et 70 000 logements rénovés. On est actuellement, selon des données des ARHLM, à 324 millions d'euros programmés sur 2014-2020, ce qui correspond à peu près à 462 projets d'organismes HLM programmés. Et au niveau des prêts de la BEI, les dernières données que j'ai pu récolter, mais vous me contredirez si jamais vous avez des données différentes, on est à 2 milliards d'euros de prêts de la BEI affectés au logement social, 500 millions d'euros pour l'éco-prêt, directement par la Caisse des dépôts, 1 milliard pour les prêts de haut de bilan qu'on évoquait ce matin également, et 500 millions d'euros pour le logement intermédiaire. Donc il y a actuellement en négociation entre des organismes HLM et la BEI des possibilités de développement de nouvelles formes de prêts, sachant qu'on a aujourd'hui en quelque sorte une approche très favorable du rôle du logement social dans les politiques de l'Union européenne, que ce soit à travers le changement climatique ou à travers les investissements à caractère sociaux, investissements de long terme. Il y a eu un rapport officiel sur, je dirais, l'insuffisance de ces investissements en infrastructure sociale et la nécessité d'aller beaucoup plus loin dans les investissements en matière de logement social. Et donc, il est intéressant, je crois, à la fois par rapport
à l'évolution de l'Union européenne, à la volonté effectivement de toucher les citoyens au plus près de leurs besoins, d'être l'interlocuteur entre ces institutions et ces citoyens en termes de mise en œuvre de ces fonds européens, avec toute la communication que cela suppose, mais également par rapport au contexte français, où l'on sent bien aujourd'hui, dans le cadre de la loi Elan, les perspectives de diversification des sources de financement des organismes HLM. Je dirais le tout Caisse des dépôts est derrière nous, donc il faudra effectivement se structurer pour aller chercher d'autres formes de financement. La BEI est effectivement une option. On verra également que le Fonds européen d'investissement stratégique peut en être une autre avec des garanties qui peuvent être octroyées. On a également la Banque de développement du Conseil de l'Europe. On a toute une série aujourd'hui d'institutions financières qui sont ouvertes à vous aider à développer vos projets. Alors c'est pas forcément la culture de la maison en général, puisqu'encore une fois il y avait une sorte d'intervention exclusive de la Caisse des dépôts, donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Mais c'est vrai qu'il faudra peut-être imaginer, comme c'était le cas en Angleterre, et le cas anglais qui sera présenté, de créer en France une structure qui soit l'intermédiaire entre la BEI et les organismes HLM, parce qu'il faut quand même emprunter une masse suffisamment importante pour que la BEI accepte effectivement ce type de prêt. On a les sociétés de coordination qui peuvent jouer ce rôle à une échelle inférieure. En tout cas, là, on a vraiment un domaine qui s'ouvre. Et je remercie le représentant de la BEI d'avoir accepté notre invitation. La BEI sera également présente au congrès de Marseille dans un atelier particulier sur les investissements européens. Donc je crois que le contact est établi. Il faut maintenant voir quelle est l'offre effectivement de prêt de la BEI, quelle est sa plus-value par rapport à d'autres financements alternatifs, et surtout comment structurer les demandes d'organismes HLM pour qu'on arrive à un niveau suffisamment important pour que ça intéresse la BEI de négocier avec nous. Donc voilà en gros, Daniel, ce que je pouvais dire en ouverture. Je crois que l'important c'est de laisser la parole à nos hôtes pour rentrer le plus dans le détail possible. Merci. Très bien, donc on va vous laisser la parole sur justement le plan Juncker, Monsieur Favreau. À vous. Tu me mets là-bas pour les Okay. les Oui, slides. oui. C'est fou, enfin bon, non, je sais pas. Comment ? Je sais pas comment ça se produit. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour l'invitation. Je vais m'exprimer en français, si vous me permettez. En anglais, si vous me permettez. Merci beaucoup. Au contraire, ouais, tais-toi. Good evening, everybody. My name is Luis Fau. I'm Deputy Head of Unit in the department dealing with in the Commission, the Director General for Economic and Financial Affairs. Can you hear me? My voice on. Is it better now? Ça fonctionne très bien, oui. Okay, good. It's okay. I'm the Director General for Economic and Financial Affairs in a department dealing with relations with and cooperation with the EIB, EBRD, and international financial institutions. Today, I would like to thank you for the invitation. I think the topic is very relevant. Coming from the GECFIN and from a very economic and financial background, I think it's good to recall that 10 years ago, last week was the anniversary. Last week it was the 10th anniversary of the bankruptcy of Lehman Brothers, which had devastating consequences for the financial sector and the banking system, but also for the social sectors of the EU and social housing. It's interesting to follow the debate in Spain about selling, the possibility of selling the stock of social houses to vulture funds. And I think this shows that there is a lot of ground to recover that we have lost during the last decade. Today I would like to give a short overview of the European Fund for Strategic Investments, the so-called EFSI. And I'm glad that the EIB is here because this could be actually a common joint presentation. And I would like also to clarify, to give a few highlights about the future instrument that the Commission has proposed, has put forward as a proposal for the next financial perspectives. With regard to the European Investment Plan, the so-called Juncker Plan, for those who are not very familiar with it, I would say that it's based on three main pillars. The first one is EFSI, the European Fund for Strategic Investments. It is composed of a budgetary guarantee, which is topped up by the EIB,
and then other public and private investors can actually co-finance projects that EFSI is funding. The guarantee amounted initially to 21 billion, together with the one complemented by the EIB, and now it was recently increased in 2017 to 33 billion. In FC1, the multiplier effect was 15. This means that for every euro invested or guaranteed by the budgetary guarantee, 15 euro were generated in investments. So for every 1 billion guaranteed by the budgetary guarantee, 15 billion of investments were generated. This gives you an idea of the crowding in of private investors that is generated to a large extent due to the EIB. And in total, the target was to reach 315 billion in private investments by 2017. This has been surpassed. The target has been reached and surpassed, and we are about 340 billion achieved already. The FC has two main pillars. One is long-term investments, where social housing investments fit, basically, and small and medium enterprises and mid-cap firms window. This was the first pillar of the Juncker plan. The second pillar is the so-called European Investment Advisory Hub. This offers a central point for technical and financial advice for project promoters, investors, and authorities. And lastly, the third pillar of the investment plan is the so-called European Investment Project Portal, which is basically a website which is matching potential investors with project promoters. See some results of FC to date. FC has mobilized about 335 billion euros of additional investments in the EU since 2015. About two-thirds of those investments are actually coming from the private sector, which gives an idea, as I said, of the crowding in effect of FC. To give some more details about the results in Europe as a whole, about 700,000 SMEs have benefited from a better access to finance thanks to FC. 750 jobs are estimated to have been created up to now, supported by FC, and the target is 1.4 million until 2020. These are estimations produced by the EIB and the Joint Research Center of the Commission, which is in Seville. And it is estimated also that the GDP of the EU will be higher by 1.3 percentage points compared to a baseline scenario without FC. If we zoom into social infrastructure, I would say that around 18 projects dealing directly with social infrastructure have been approved in the context of FC. And in addition to that, one has to take into account that many cross-sector investments supported by FC also contribute to social infrastructure. We had the example of energy efficiency renovations also, which could fall under that category, at least partially. About 4% of FC investments so far have been done in the area of social infrastructure. So it looks small, but starting from a low basis, this is already a good improvement. More than 500,000 social houses have been built or renovated with the financing of FC, and more than 7 million households benefit from renewable energy financed by FC. To give you a bit of an overview about the figures and the results of FC in France, the total financing volume by FC in France has been around 10.5 billion, which has generated about 50 billion of additional investments due to the crowding in of private investors and public authorities. With regard to one of the two windows of FC, the infrastructure innovation window, within this window 106 projects have been approved, amounting to close to 8.5 billion, and this has generated about 38 billion in investments in total. With regard to the other window, the small and medium enterprises and mid-caps, 38 conventions have been signed with intermediary banks, and they amount to close to 2 billion, and they are expected to generate about 12 billion of investments in total. More than 150,000 small and medium enterprises and mid-caps should be able to benefit from a better access to finance due to FC. This is in France. I was asked by Karim to give a few examples of social housing investment in France. There are two projects that we singled out. One is Adestia, which is financing the energy efficiency retrofitting of up to 25,000 social houses. The investment guarantee has been 200 million, which will allow to mobilize close to 1 billion euros. This is, for instance, one example to be taken.
I would like now to give a bit of an overview of the InvestEU fund, or the Commission proposal for an InvestEU fund. InvestEU fund is actually, one could say that is the successor of the InvestEU, but it's something actually much larger, which is aggregating a lot of the existing financial instruments which are managed at the EU level. It is a single fund for investment, and there is at the moment a myriad of financial instruments managed at the EU level, and this is an attempt to simplify and to put all existing, or to replace all existing financial instruments into one single regulation, so a single fund, and hence the name of InvestEU fund. It is a policy-driven approach implemented through thematic windows, and we will see the 4 windows it's composed of in a minute. It consists of a budgetary guarantee which will amount to 38 billion if the proposal of the Commission is accepted by Council and Parliament. It will allow for complementarity between EU level and Member States level. This means that projects will benefit from the financing of the InvestEU fund, but also of what we call national compartments, such as structural funds. So the strong points of this proposal are simplification and flexibility. And this instrument is designed also looking and drawing on the very positive experience of EFSI and its implementation by EIB. To give you an idea of the instruments that it replaced and the simplification effort that this represents, in this chart you see that 13 instruments have been replaced by, or will be replaced by InvestEU fund. So all this will be put now under one single regulation. So to give you an idea of the indicative proposed budget by window, the instrument will consist of 4 windows. One sustainable infrastructure window, the guarantee amounting to 11.5 billion. A research, innovation and digitalization window for a similar amount. A small and medium enterprises window, also for a similar amount. And there is a specific window, which is social investment and skills window. That window will benefit from a guarantee of 4 billion euro and is expected to generate about 50 billion euro in investment, taking into account the co-investments of other financial institutions and private sector. So overall, the InvestEU is expected to generate 650 billion in investments in the next financial framework, from 2021 to 2027. Building on the success of EFSI, this will also have 3 pillars. One will be the InvestEU as such with the guarantee, and then there will be an advisory hub and an InvestEU portal replicating the structure of EFSI. And these last 2 will benefit from funds, from our allocation of funds of close to 500 million to finance the technical assistance, for instance. With regard to social housing and in InvestEU, I must say that the emphasis of this social window, this 4 billion guarantee, is very much put on skills, and this is because we recognize the need to adapt to new challenges like digitization, robotics, the need to integrate migrants and to provide training to them. But the social window also recognizes and has been designed to take into account the critical importance of social housing and its contribution to growth and social cohesion in Europe. So looking ahead, the EU support, we believe that the EU support could contribute to develop sustainable social housing solutions through a rather innovative approach. Tu l'as vu ça? Which is a rather innovative approach by exploring new funding models. And for instance, here we see very much a role for private and public partnerships, and there the Irish social housing project is a good example. We think also that there is a need for blending more different sources of EU funding and finding innovative ways to pool capital with different risk and return characteristics. There is also need to focus more on impact, and for that there are innovative products which are very interesting and we think they should be developed. And we are trying to develop very much what we call promoting collaborative approaches, which is, for instance, the case of investment platforms among housing cooperatives in your sector, housing service providers, financial institutions, and for that there are not many examples, but there are some examples like the Polish social and affordable housing platform, which can serve as an example. We think that, as you have seen, one of the pillars is the advisory hub, and we think that technical advice would be very important actually to implement the ideas that we have. For instance, when putting together
an investment platform. Technical assistance will be crucial not only to public authorities but also to social enterprises, for instance, and also to final beneficiaries. This is very much what we have in mind for the next financial perspectives. Thank you very much for your attention. Court et très prometteur. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être ça viendra après, parce que je pense que effectivement la nouvelle intervention est assez prometteuse et elle va bien dans le sens de ce qu'il faut faire. Je vous propose peut-être à la suite de cette intervention de laisser la parole à Pierre-Emmanuel Noël qui va très directement aborder les programmes de financement de la BEI dans le domaine du logement social. Oui, bonjour à tous, mesdames et messieurs, je suis ravi d'être en ce jour. Je m'exprimerai en français si vous me permettez, même si les dias sont en anglais. Donc en effet, je vais essayer de brosser avec vous un peu le panorama de nos interventions dans le domaine du logement social et amplifier quelques-uns des points qui ont été évoqués par mon collègue de la Commission. Avant de parler de financement, je voudrais quand même insister sur un point qui était un peu filigrane dans les diapos, c'est que ce fameux plan Juncker, plan d'investissement pour l'Europe, contient un volet financier, mais également un advisory hub, c'est-à-dire concrètement, la Commission européenne met à la disposition de la BEI des moyens financiers qui permettent de mettre en place des missions de consultance, donc qui sont gratuites pour être tout à fait clair pour les porteurs de projets, et sont utiles à la structuration de financement. Au sens le plus large, ça permet à des porteurs de projets qui ont une idée, une intuition, un souhait de se lancer dans un nouveau montage, d'examiner en première approche en tout cas les questions financières, juridiques, techniques. Donc c'est un outil très utile. Moi je le mobilise par exemple avec la région Wallonne en Belgique, qui réfléchit à de nouvelles formules pour le logement social. Le logement social, c'est intéressant, c'est un sujet que je connais, dont je m'occupe parmi d'autres, et dont je me suis occupé dans plusieurs pays. Il y a autant de modèles pratiquement que de pays de l'Union européenne. Il y a quelque chose pour la fédération là-dessus. D'harmonisation, le modèle hollandais n'a rien à voir avec les Pays-Bas et la France ou la Belgique, mais ce qui me frappe, c'est la volonté justement de sortir des canevas habituels. Alors parfois c'est une volonté un petit peu contrainte par des règles d'État ou autres que vous connaissez sans doute, mais parfois c'est également des questions de consolidation Eurostat. En Belgique par exemple, l'idée c'est de sortir la dette qui est liée au logement social. Le logement social c'est un endettement énorme et ça fait une différence pour un État qui est un petit peu à la limite en termes de dette sur le PIB, si on peut sortir cet endettement. Par exemple, au Royaume-Uni, on a un modèle de logement social qui est essentiellement associatif, mais de droit privé, et l'endettement du logement social. 50% du logement social est privé sans but lucratif, et cet endettement-là, donc on parle de plusieurs milliards de pounds, donc il est déconsolidé de la dette publique britannique. Voilà. Ce sont des réflexions auxquelles nous assistons. Nous, la BEI, bien sûr, nous sommes tout à fait neutres, nous ne poussons pas à la déconsolidation. Chaque pays est libre de s'organiser comme il le souhaite, mais il y a ce qu'on appelle des financements alternatifs, des financements innovants qui permettent quelquefois d'avoir, tout en gardant le contrôle sur le secteur, de dynamiser, d'avoir des approches nouvelles avec le secteur plutôt. À différentes échelons. Voilà, ça c'est pour le hub. Je mentionne en passant Elena, qui est un autre instrument également de subside, et là c'est spécifiquement pour l'efficacité énergétique. On a plusieurs programmes Elena en France. Ça fonctionne bien, ça permet aussi d'amener les fonds de manière non remboursable. Ce ne sont pas des prêts, ce sont vraiment des subventions aux études de faisabilité qui sont souvent le point bloquant pour des grands programmes ambitieux d'efficacité énergétique.
Je voulais commencer par ça parce que séquentiellement, je trouvais ça cohérent. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, donc les financements de BEI proprement dit, pour faire simple, on va essayer d'être aussi simple que possible en ce début d'après-midi, il y a pour la BEI deux manières d'intervenir, d'ailleurs dans tous les secteurs, en direct ou via des intermédiaires. Par exemple, on a évoqué les PME. Quand on finance des PME, bien entendu, on ne va pas bilatéralement mettre en place un prêt de 100 000 ou 1 million d'euros. On s'appuiera sur des intermédiaires qui sont les banques, les institutions promotionnelles nationales, la bien connue Caisse des dépôts, BPI France et leurs équivalents dans les différents pays membres de l'Union européenne. Et lorsque le sujet est d'une taille suffisante, nous finançons en direct. Ça s'applique à tous les secteurs, y compris le logement social. Et donc vous trouvez dans, disons, le palmarès de la BEI dans le secteur du logement social, toutes les approches possibles. Les petits bailleurs sociaux, comme les grands, ont un accès à nos financements via différentes structures. Alors, je crois que vous étiez intéressé par le modèle britannique, que je connais bien, ça tombe bien, je m'en suis occupé personnellement, donc je peux vous en parler. Donc, dans ce secteur de logement social privé, le reste étant à charge des municipalités, des councils, mais qui ne sont plus du tout dans une dynamique d'investissement pour des questions de contraintes. Mais dans le secteur privé, vous avez une famille assez large, où vous avez des grands acteurs. Le plus grand bailleur social que j'ai financé, Sanctuary Housing Group, 140 000 unités de gestion. Bon, détail assez significatif. Et à côté de ça, vous avez des beaucoup plus petits acteurs. Et comme ils sont entre guillemets, privés, ils doivent évidemment se débrouiller pour lever les financements qui leur sont nécessaires. Il n'y a pas de CDC au Royaume-Uni, donc ils doivent trouver des financements auprès des banques classiques ou des marchés des capitaux. Et ils sont assez dynamiques dans l'émission obligataire. Il y a beaucoup d'investisseurs britanniques, américains, etc., qui acquièrent, qui souscrivent aux obligations de ces bailleurs sociaux. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire une émission obligataire en deçà d'un certain minimum taille critique. 50 millions, 30 millions, en deçà, ça devient très compliqué. D'où l'idée de créer une structure d'agrégation, une sorte de plateforme, une entité juridique, également sans but lucratif, qui collationne les différents besoins d'une série de petits bailleurs sociaux, 1 million par-ci, 5 millions par-là, et qui fait masse de tous ces besoins, et qui ensuite émet, sous son propre nom, sous sa propre signature, une souche obligataire, et qui ensuite fait percoler ce financement auprès des différents bailleurs sociaux. Alors ça paraît un petit peu compliqué, un peu une usine à gaz. Je peux peut-être faire défiler les slides, voilà. Mais ça paraît un peu compliqué. Ça fonctionne assez bien, ça fonctionne même très bien, parce que cette entité intermédiaire permet un rehaussement de crédit, donc permet non seulement d'avoir accès au marché, ce qui est déjà pas mal pour des gens qui n'y avaient pas accès au départ, mais en plus d'y avoir accès sous une signature de mémoire A+, donc quand même pas mal, qui permet de lever des obligations à 20, 25, voire 30 ans, voire plus. Et l'avantage de votre secteur du logement social, qui rend jaloux d'autres secteurs dans le domaine des infrastructures, c'est que vous avez accès, vous avez des sûretés à donner. Vous avez des sûretés, vous avez des réserves foncières, vous avez donc tout un patrimoine qui peut être grevé de sûreté. Et dans cette structuration, donc via cet intermédiaire, The Housing Finance Corporation, THFC, donc il y a une structuration en droit anglais, je ne vous passe les détails techniques, mais l'idée c'est que les bénéficiaires finaux fournissent une sorte d'hypothèque flottante, si vous voulez, sur leurs actifs, et qui est transmise donc à l'intermédiaire. Et les gens qui souscrivent aux obligations bénéficient, en cas de défaillance théorique de THFC, bénéficient donc d'une deuxième porte de sortie avec la possibilité de se réaliser sur les sûretés sous-jacentes. Donc c'est un système qui fonctionne bien et qu'on a même encore amélioré par la suite. Le gouvernement britannique a vu que ça marchait très bien, alors il fut un temps en effet, pas si éloigné, où les banques étaient très réticentes dans leur financement, et pour doper un peu le mécanisme THFC, on a mis en place une structure bis avec une garantie de plusieurs milliards de pounds qui était
consenti à un véhicule nouveau, créé par ex nihilo, Affordable Housing Finance, que vous voyez ici au milieu du graphe, et qui faisait aussi ce rôle d'agrégateur, et se financer lui-même auprès de la BEI et auprès d'obligataires. Et là, l'avantage, c'est que le coût de financement était encore plus bas, parce que vous aviez un risque, secteur public britannique, triple A à l'époque, au Royaume-Uni était encore triple A, donc c'était encore une amélioration, un rehaussement de la structure précédente. Voilà. C'est un exemple, il y en a des tas. En effet, il y a l'imagination presque sans limite. Il y a aussi des systèmes de partenariat public-privé. Voilà, la structure Adestia en France, on en a parlé, je ne sais pas si c'est nécessaire que j'y revienne en détail. Donc il y a un bénéfice pour les petits bailleurs sociaux à profiter de ces structures d'agrégation qui demandent un peu d'ingénierie, mais qui sont tout à fait réalisables dans différents pays de l'Union européenne. Alors évidemment, chaque pays a ses particularités. Il y a des pays où vous avez les loyers sociaux qui sont payés, c'était le cas au Royaume-Uni, directement au-dessus de la tête des locataires, entre les mains du bailleur social. C'est une situation très confortable qui contribue aussi au rehaussement de crédit, mais c'est plus le cas. Bon, différentes caractéristiques marché par marché qui doivent être examinées, mais fondamentalement, je crois qu'on retrouve quand même des caractéristiques communes, comme par exemple la possibilité de faire levier sur les sûretés, sur les droits de propriété sous-jacents. C'est un élément très important. Et bon, tout ça est assez complexe, mais on peut faire des choses beaucoup plus simples. Les bailleurs sociaux d'une taille critique suffisante peuvent venir tout simplement frapper à la porte de la BEI et obtenir des financements. En France, soyons clairs, je ne sais pas s'il y a un représentant de la CDC dans la salle, mais nous avons toujours souhaité être dans les meilleurs termes possibles avec nos collègues de la CDC. Donc on est un petit peu, disons, précaré. Et on était assez marginaux. Alors qu'au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas ou dans d'autres pays, on finançait très abondamment ce secteur. En France, je pense qu'on avait compris qu'il n'était peut-être pas tout à fait indispensable, pressé d'aller à la rencontre de ce secteur qui vient à nous. Et, vient à vous. Et en effet, nous avons différents fers au feu. Nous en sommes ravis. Il faut diversifier son funding, comme disent les responsables financiers. On peut y contribuer et faire baisser le financement par les donc ce sera bien sûr dans l'intérêt de chacun. Ça, c'est. Alors, vous allez peut-être vous poser la question, qu'est-ce que ça a à voir avec le plan Juncker dont on vient de vous parler? Le plan Juncker, je vais essayer de le définir de manière très basique. C'est un fonds, on est en Belgique, c'est le pays de René Magritte. Ceci n'est pas un fonds. Il n'y a pas de création d'une structure juridique nouvelle, d'une nouvelle banque, d'une entité diverse. Tout se passe sur le bilan de la BEI. La BEI a reçu une sorte de garantie sur son bilan, qui protège une partie de son bilan, dans lequel vous avez les nouvelles opérations de financement qui sont risquées. Donc vous imaginez une sorte d'aiguillage, une opération, un projet rentre par la même porte, qui soit plus ou moins risqué. La porte est toujours la même pour rentrer un projet à la BEI. Ensuite, si le projet, par exemple, présente un profil de risque de type secteur public, par exemple un bailleur social, en France, qui vient nous voir pour un prêt classique, a priori, on va l'aiguiller sur les opérations classiques, donc en dehors de cette garantie FCI. Si un bailleur social vient nous voir, nous demandant de nous subordonner, de faire des structures complexes, où on est plus en risque, où on vient justement catalyser d'autres financements, donc la même contrepartie, mais une structure financière plus risquée, nous fera alors orienter l'opération vers le portefeuille, disons, 2.0 de la BEI avec les projets plus risqués, où, pour le coup, nous sommes garantis par ce dispositif savant qu'on vous a expliqué précédemment. Mais ce n'est pas un choix que vous devez faire, c'est un choix que nous faisons au niveau opérationnel de la BEI. Nous décidons, ça c'est un risque qui n'est pas suffisant que pour rentrer dans l'FCI. D'ailleurs, si nous essayons de passer des projets pas assez risqués, notre chien de garde, le comité d'investissement du plan Juncker, de l'FCI, nous interdira de faire appel à cette garantie pour des projets que la BEI peut financer sans problème sur son propre bilan AAA. Inversement, quand un projet présente le profil de risque adéquat, en fait, il est éligible à la garantie aussi. Ce qui me permet de vous passer un message clair. Vous avez peut-être l'image justifiée en grande partie d'une BEI historiquement prudente. Quand vous êtes AAA, vous devez être prudent, vous ne pouvez pas
faire n'importe quoi. Vous pouvez garder votre bonne notation, sinon votre modèle n'est pas soutenable. Désormais, la BEI est un petit peu, elle est schizophrène, mais elle a deux casquettes différentes. Elle peut vous parler pour des opérations classiques non risquées et tout ira bien comme par le passé, mais elle peut également être ouverte à des propositions très audacieuses qui impliquent une prise de risque beaucoup plus grande, et nous allons, à cet effet, faire usage du dispositif dit plan Wicker FCI. Voilà, c'est un panorama. Je suis conscient que j'ai touché à beaucoup de points, mais peut-être que si vous le souhaitez, on peut avoir un échange et approfondir. Tout d'abord, merci pour votre intervention qui éclaire effectivement d'un jour nouveau les interventions de la BEI et qui nous ouvre effectivement dans ces temps de changement dans le logement social en France des perspectives que je crois intéressantes. En tout cas, je pense que c'est une piste qu'on va explorer, pour être tout à fait clair, au niveau de notre fédération. De façon très concrète, parce qu'il y a dans cette salle aussi des gens qui sont, je dirais, au quotidien sur des questions de financement. Quand vous dites on est prêt aussi, par exemple, à intervenir sur des montants, entre guillemets, plus limités pour des groupes d'une certaine taille, le ticket minimum est à combien ? C'est toujours la question piège, et je l'ai presque à chaque conférence. J'aimerais pouvoir dire, vous envoyez une règle claire, mais il n'y a pas de règle. Donc c'est quelque chose qui est fixé opérationnellement. Ça tombe un peu sous le sens. Vous imaginez, si nous devions traiter des opérations de 2-3 millions d'euros, compte tenu des moyens à mobiliser, des équipes techniques, parce que la BEI a aussi des banquiers, c'est normal pour une banque, il y a des ingénieurs, des économistes, des spécialistes du droit de l'environnement. Bref, on ne peut pas mobiliser des équipes projets pour des opérations de trop petite taille. Alors, d'un pays à l'autre, ça dépend, d'une période à l'autre, ça dépend, mais si vous êtes à 100 millions d'euros, vous êtes assez tranquille. Si vous êtes à 1 million d'euros, vous n'avez aucune chance, et entre les deux, c'est un petit peu au cas par cas. L'unité de compte, c'est quand même la dizaine de millions d'euros. Il faut être en dizaines de millions d'euros. Si ce n'est pas le cas, soit on peut vous renvoyer à des intermédiaires si vous êtes dans un secteur où on est intermédiaire financier, soit on peut réfléchir ensemble à des structures d'agrégation, mais on ne financera pas en direct des projets de trop petite taille, surtout dans des pays comme la France. Bon, quand on fait du développement, on a une activité, 10% de ce que fait la BEI se situe en dehors de l'Union européenne, et là vous avez parfois des pays où un projet à 3 millions est décisif, déclencheur de quelque chose. En France. Merci beaucoup de cette précision. Alors, tout de suite derrière, mais ça va peut-être être abordé par notre collègue de Villogia, on pense aussi à la durée des prêts, parce que vous avez évoqué la Caisse des dépôts et consignations. Finalement, ce qui est original dans le logement social, dans le système du logement social en France, c'est deux choses. La première, c'est que le système de la Caisse des dépôts s'adressait à tous les bailleurs, quelle que soit leur taille. Mais vous avez répondu par une autre approche des montages. Et puis, la seconde chose, c'est évidemment l'avantage qui était lié à la durée. Qu'en est-il concernant la BEI ? Le principe est très simple. Les prêts BEI, dans leur durée, sont limités par un double facteur, et on s'en tient à la plus courte des deux durées, entre, d'une part, la durée de vie économique des actifs. Donc si vous voulez un prêt à 40 ans pour financer un logement social, ça va être difficile, parce que nos architectes, nos experts techniques considèrent que la durée de vie économique d'un bâtiment n'est pas 40 ans. Ça peut être 25, 30, on peut discuter, mais pas 40. On finance des tunnels à 40 ans, on ne fait pas de logement social. Et la deuxième dimension, c'est le risque. Si vous faites du BEI classique, et que vous êtes face à une contrepartie, disons, moins robuste, ça peut être compliqué aussi pour des questions indépendamment de la nature des actifs. Vous pouvez vous dire 20 ans, 25 ans, c'est un petit peu agressif. Alors, dans ce cas-là, on pourrait éventuellement, si les maturités sont très longues et la contrepartie est un peu plus faible, on peut basculer le projet dans le dispositif Juncker, donc dans ce portefeuille 2.0 où on est garanti. Parce qu'on peut à ce moment-là développer l'argumentaire selon lequel la structure financière est, disons, catalyseuse, si ça se dit, ou en tout cas permet d'amener des concours autres, par exemple d'autres bailleurs de fonds qui prêteraient sur des durées moins longues, en étant rassurés par le fait qu'il y a une souche BEI de plus grande maturité.
Donc on a, alors je ne sais pas quelles sont les attentes du secteur, mais il me semble que 20-25 ans, amortissable, avec des périodes de grâce en plus, les 5 premières années en général, on peut vous dispenser de l'amortissement du capital, donc vous payez que les intérêts, vous commencez à amortir après. L'année 5, on a différents dispositifs. Pour les taux aussi, la BI est assez flexible, on fait du variable, du convertible et du fixe pour toute la durée. Comme nous sommes AAA, les swaps nous coûtent peu cher, donc le coût du swap, le coût du taux fixe est assez bon marché. Parce que nous internalisons la transformation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Oui. Comment ça marche? Simplement appuyer sur le... Là où il y a le... Voilà, c'est bon, ça marche. Merci. Oui, alors, ça prolonge la question de Daniel Biard. Dans notre système classique avec la CDC, on a globalement toujours des garanties des collectivités locales qui sont associées et qui permettent aussi de travailler sur la durée. Qu'en est-il sur le type de garanties qui sont demandées par la BEI? La BEI a comme principe l'intervention pari passu avec les autres banques commerciales classiques. On ne demande pas les garanties des collectivités si on peut l'éviter. Ce n'est pas quelque chose qui est un prérequis. Je vais repréciser la question par rapport aux garanties parce que je pense que c'est c'est un sujet qui devient d'actualité en France. Les collectivités locales jusque-là ont fortement garanti le logement social. Aujourd'hui, les dernières évolutions font qu'on sent des réticences un peu plus grandes et puis on sent aussi des limites au niveau des collectivités. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans le dispositif que vous avez présenté tout à l'heure un système qui puisse prendre le relais auprès d'autres établissements de la garantie? Vous avez parlé du rehaussement d'une note dans le cadre d'émissions obligataires, ce genre de choses. Est-ce que la BEI interviendrait aussi dans ce cadre-là? La BEI peut conférer des garanties. Vous savez qu'on a parlé plutôt des prêts pour l'instant, mais depuis sa création, elle a cette possibilité qui a été très peu, ou pour ne pas dire pas du tout utilisée historiquement, qui retrouve peut-être une actualité grâce au dispositif FCI. Et ça serait une piste de réflexion intéressante. S'il y a un besoin de créer un acteur de rehaussement de crédit qui puisse bénéficier à l'ensemble du secteur et qu'on puisse y contribuer, très intéressant, ça peut être une piste. Donc, pour être clair, on estime que notre mission est tout autant remplie quand on amène nous-mêmes un financement à long terme que quand on permet de catalyser l'intervention d'autres bailleurs de fonds, y compris quand ça se fait sous forme d'une garantie. Je vais préciser mon propos. Il y a certains de nos adhérents qui, au fur et à mesure du temps, compte tenu de leur taille, sont dans une situation de limite de grand risque. Ce qui n'était pas le cas jusque-là, compte tenu du rôle historique, notamment de la Caisse de garantie logement social. Les choses pourraient changer dans le futur, et on pourrait imaginer à un moment ou à un autre qu'on trouve, peut-être, par ce biais, un véhicule qui soit un véhicule. Alors, je ne sais pas s'il faut le faire individuellement ou s'il faut construire quelque chose un peu comme un système pour le logement social en France. En tout cas, ça pourrait être, je crois, quelque chose d'utile, notamment, principalement pour les groupes qui, en termes de cumul de risques, sont sur des limites, non pas parce qu'il y a une défaillance en termes économiques, mais parce qu'il y a une défaillance en termes de grands risques. C'est ça. Mais c'est intéressant parce que c'est tout à fait aussi l'esprit du plan d'investissement pour l'Europe. On a un secteur qui concerne les infrastructures sociales, donc qui sont tout à fait éligibles. On a du risque. Il y a ce qu'on appelle un market gap, un déficit de marché, dans le sens où, en effet, le logement social, à ma connaissance, se finance plutôt de manière franco-française. Il n'y a pas tellement d'investisseurs étrangers. Et donc, vous êtes face à un pool de banques françaises qui vous accompagnent depuis longtemps, qui vous suivent, qui vous ont prêté, mais qui butent sur leurs limites internes d'exposition. Eh bien, peut-être que la solution passe encore une fois par l'Europe, par un mécanisme. Alors, moi je trouve ça très intéressant comme réflexion. On serait dans notre rôle, parce qu'on serait là pour compléter une limite de marché, et cette limite, c'est celle en effet des expositions sectorielles de contrepartie. Et si on devait explorer cette voie, il est clair qu'une approche systématique serait beaucoup plus porteuse qu'une approche projet par projet. Je vois mal la BEI réfléchir pour chaque cas individuel à une mise en place de garantie. Inversement, un véhicule qui
prendrait le relais de celui dont vous parlez, comme une sorte de caisse de garantie, et qui serait ouverte à tout demandeur qui rentrerait dans les conditions fixées. Ça devrait être intéressant. Tout à fait. Merci pour cette précision. Je vous propose qu'on continue avec... Une question. Pardon, encore une question que je n'ai pas vue. Bon. Micro. Appuie sur ton micro, Bertrand. Voilà. Bertrand Brett, fils public HLM. En bas. Ouais, il est rouge. C'est bon. Merci, Bertrand Brett, Aximo. Juste, est-ce que les financements BEI sont exclusifs de toute autre forme d'aide européenne? C'est-à-dire, en clair, des opérations qui bénéficient de prêts du soutien du FEDER, c'est soit le FEDER, soit la BEI, mais ce n'est pas les deux. Et deuxièmement, est-ce que vous avez des critères d'éligibilité sur la nature de l'opération à financer qui ne sont que dans le cadre de ce que finance l'Europe par rapport au logement social? Merci pour vos questions très, très pertinentes. Le premier point, il y a une règle, on peut cumuler les deux, mais pas à 100%. Et de mémoire, c'est 75%. Donc vous pouvez additionner BEI, FEDER et autres fonds européens, mais jusqu'à concurrence de 75% du coût d'investissement. La deuxième partie de la question, nous avons nos propres critères d'éligibilité, nous BEI. Donc si on vient nous voir, pour expliquer les choses de manière très très simple, il y a cette règle de 50% des coûts du projet. Donc si vous venez chercher 1 euro de financement BEI, vous devez démontrer 2 euros de CAPEX éligible, pour faire ça. Qu'est-ce que c'est le CAPEX éligible? C'est soit de la construction de logements neufs à caractère social, soit la rénovation de logements sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire, logement social? D'un pays à l'autre, on a une définition différente. Mais pour faire simple, le logement social hardcore est éligible, mais également le logement intermédiaire qui existe depuis longtemps au Royaume-Uni, qu'on commence à voir fleurir en France. On insiste sur la notion de critères socio-économiques attachés à la mise à disposition des infrastructures ou des biens loués. Mais bon, la définition assez souple et assez large du logement social. Donc si vous venez de voir avec un programme d'investissement, l'essentiel de ce programme sera en général éligible à nos financements. Donc si vous avez 500 millions, vous pouvez venir chercher 250 millions, sous réserve bien sûr de ce que l'analyse de crédit nous permet. Mais en théorie, le maximum possible, vous venez avec 500 millions. Alors il faut que ça soit aussi bordé dans le temps. Si vous nous dites, on a un plan à 20 ans d'investir 500 millions, on va dire oui, d'accord, mais sur les 5 prochaines années, quelle est l'estimation raisonnable? Et après, vous pouvez revenir, on fait des phases 2, phase 3, phase 4, comme d'aucuns le font. Mais en général, l'horizon d'investissement considéré par la BEI, c'est entre 3 et 5 ans. Donc vous amenez une assiette. Bien sûr, on accepte une substitution et une substituabilité des investissements, parce que vous ne ferez jamais 100% de ce que vous avez prévu. Il y a des choses pour lesquelles il y a des problèmes de permis ou autres, vous ne les ferez pas. Inversement, d'autres investissements paraîtront opportuns. On accepte tout ça, c'est assez... Mais on doit fixer quand même donc une échéance dans le temps et une enveloppe en termes de volume global et des conditions. Par exemple, aussi pour l'efficacité énergétique, si vous nous dites on va construire des bâtiments qui seront des passoires énergétiques, non, ça va être un petit peu difficile. Bon, ça fait partie des points essentiels qu'on regardera. Est-ce que les constructions sont bien calées sur les normes applicables? Est-ce que c'est bien planifié? Est-ce que vous ne construisez pas des logements sociaux au milieu de nulle part? Le cauchemar pour la BEI, c'est de financer un projet de logement social qui s'avère sous-utilisé. Bon, on veille à tout ça, mais bon, ça fait partie de notre diligence habituelle et assez légitime. Dernière question, Lou Baumier. Deux questions, mais qui sont vraiment dans le prolongement de ce que vous venez de dire. La première, c'est un peu par curiosité, est-ce qu'à l'échelle communautaire, vous avez déjà vu ou constaté des problèmes de défaut sur des infrastructures de type logement social? Premièrement. Deuxièmement, dans les slides, dans la présentation EFSI, on voit encore souvent à l'échelle communautaire les partenariats publics-privés comme des modèles de financement, alors qu'en France, il y a une forme de réserve sur ces modèles. Qu'est-ce qu'il en est comment est-ce qu'on ressent ces choses-là aujourd'hui à l'échelle communautaire? Alors, première question. Le logement social, c'est pas quelque chose que la BEI a fait dès l'origine. On y est arrivé très progressivement. C'est seulement au cours des 10-15 dernières années qu'on a commencé à approcher le secteur, mais à tâtons. Et au départ, on ne faisait justement pas du tout de logement neuf, on faisait que de la rénovation parce qu'on craignait de nous retrouver collés avec un projet mal planifié.
Et apparemment, il y a eu un cas, on n'était pas dedans, mais en Allemagne, il y a un cas qui est cité souvent. Enfin, il y a quelques exemples, peu, mais enfin, il y a quelques exemples un petit peu, disons, un petit peu négatifs qui ont pu entacher le secteur. Mais bon, aujourd'hui, on accepte tout à fait de la construction du neuf, mais on est très strict sur l'examen encore une fois, de la planification et de la demande. On regarde dans le détail la demande. Ça, c'est pas la première question. Deuxième point, les PPP. Alors, c'est un sujet, c'est très amusant parce que ça oscille entre amour-haine d'un pays à l'autre, parfois même dans un même pays, d'un gouvernement à l'autre. Nous, BEI, on n'est pas prescripteur, on n'impose pas ce modèle. Tout nous va, le pur public, le pur privé, entre les deux, on peut, cette tienne la route, tout est acceptable. Dans le domaine du logement social, c'est vrai que le PPP n'est pas beaucoup utilisé. Au Royaume-Uni, il y a eu des exemples. Ça a été une formule à petite échelle, il y en a eu. Certains pays qui s'y frottent. À titre tout à fait personnel, et ça ne représente pas la position officielle de la BEI, je pense que c'est un outil intéressant, mais à manipuler avec précaution, parce que si c'est mal utilisé, ça peut devenir catastrophique pour tout le monde, ça peut coûter très cher, déjà en frais de structuration, c'est le paradis des avocats, des financiers, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui doivent manger dans ce genre de projet. Mais si c'est bien abordé, si le promoteur privé sait exactement ce qu'il veut, qu'il surveille chaque étape, l'appel d'offres et le suivi du contrat, on peut aussi avoir des projets qui marchent. Il y a des projets qui marchent très bien aussi. Quand vous êtes dans le bâti, quand vous avez une exigence, et en plus l'avantage du PPP, c'est que, contrairement à un marché classique, ils sont, sur toute la durée des contrats, ils sont tenus à la performance. Donc si 10 ans plus tard, la performance énergétique n'est plus au rendez-vous, vous pouvez arrêter de payer ou payer moins. Alors que si vous commandez un bâtiment, 10 ans plus tard, c'est construit, c'est décevant, et c'est quand même encore le bailleur social qui doit renflouer, etc. Donc c'est une manière de garder sous contrôle les coûts et la maintenance, mais encore une fois, je vous dis, il y a des exemples cauchemardesques, des contre-exemples. En France, je crois qu'il y a des hôpitaux qui ont été chahutés, etc. Donc, à manier avec prudence, avec pertinence. Mais nous sommes agnostiques sur la forme. Sorka, mais c'est vraiment la dernière question, parce que je voudrais... A quick question. There has been a political commitment to increase the 4% of projects linked with high social content. So we've seen that in our sector there's already been a good take-up of the Juncker Fund, but does this political commitment to go above that 4% mean that this is an opportunity to fund, let's say, maybe groups with projects with a higher social content which focus more on more vulnerable groups, on immigration, on linking with health issues? Is that something strategically we should focus on? And on there was a second point just on the social impact. What way do you envisage that taking place? Because in the housing sector across Europe, there's quite a few developments along the lines of social impact labelling to clearly demonstrate the social added value of the sector in different ways. So what way do you see that developing, and would those sort of labels be useful to link in with the fund? So 2 questions. Thank you for your question. The DNA of EIB is not social. It's not in the statute of the bank, and it has not been historically. It's not that I approve or disapprove of it, but it's just a fact that EIB doesn't have as a public policy mandate the social dimension. This being said, a lot of what we do indirectly contributes to the social agenda when we build schools, when we regenerate areas in deprived communities, when we engage with social housing. That has a social dimension to it. So we are doing more and more of it. Should we be doing more of it? It's not for me to say, it's our stakeholders, and indeed there is a mention of it in the Juncker plan. I think it never hurts, quite the contrary. We have economists calculating the employment impact on each and every project, which is also, in ways, a social metric that is important to us. We like the project that generates a lot of employment. Pushing that to, should we be targeting
social issues like vulnerable communities, etc. As of today, to my knowledge, some people are thinking around it, but it's not a major driver of our action, even though we are extremely mindful of all these issues of gender, etc. We are mindful of it. It's not overlooked. For instance, we have a policy. If we have a project that involves Roma communities or the vulnerable people, and the project involves expelling these people, we have the sort of a social compliance team, and they would say, we don't go with this project because they are just kicking people out of the community, no indemnification, whatever. I mean, you will not see EIB involved with this project. So there is a lot of embedded protection in it. And what about social impact and this label? We issued last week the first ever sustainability bond. A sustainability bond means a bond that is backed by underlying assets, investments, loans in our case, targeting a number of objectives, and these objectives are the famous, UN, I don't know how many of them there are, 16, a lot. And when you have a project that ticks a number of these boxes, you can sort of bundle it with other projects like that, and you issue a bond, and this bond has a sort of stamp of this is a sustainability bond because it is fully aligned with the UN objectives. Okay. In the same way as EIB invented the first green bond. You all know about green bonds. Well, guess what? We did the first green bond in 1997. The World Bank say it's them, but it's us. So that's it now. Yeah, I say something on this one. Please. Okay. Well, because I think by allusion, I think I have to reply to that question too. I think it's important to remind that EFSI was created a little bit as a response to the crisis, to the subdued levels of investment in the EU. I think the proposal of InvestEU Fund, from the policy perspective, the reply to your question would be yes. Yes, we try to go beyond. We try to finance social innovation, social enterprises, microcredit, infrastructure, including the provision of services integrated in the same package. So yes, the intention is to go beyond. And the 4 billion you see in the social window of InvestEU represents actually almost doubling the amounts of guarantees which exist in these 13 existing financial instruments that I showed in the graph. So there is volume, but there is also policy and goes beyond infrastructure. Yeah. And it's true to complement that European Investment Fund, which is the subsidiary of EIB, and they mostly do SME financing through banks, but they also have a number of mandates. These are small indeed in absolute volume, but they have a lot of specific mandates from the Commission, for instance, microfinance and sometimes even microfinance targeting women or vulnerable communities. So there are instruments, we do things, but in the wider scheme of things, indeed in total volume, whether we like it or not, it's not the bread and butter. But each and every project of the bank, whether it's a road, whether it's a renewable energy project, the social component will always be looked, if only from a defensive point of view. We'll make sure we don't have a negative impact on the environment or communities, which is already contributing to the policy objective in a way. Merci beaucoup pour les précisions apportées. Je vais maintenant passer la parole à Stéphane Gannement-Vallot qui travaille donc à Villogia et qui va nous parler de façon très pratico-pratique, j'imagine, de l'intérêt des financements extra-budgétaires de façon opérationnelle. Ce sera effectivement, ce sera un témoignage parce que je n'ai pas contracté d'enveloppe spécifique. J'ai suivi les interventions de la BEI, notamment l'an dernier, j'étais allé au congrès à la signature à l'époque ça s'appelait encore la SMI, de l'enveloppe de 200 millions de financement pour tout l'emploi immobilier social d'Estia pour financer des réhabilitations, une enveloppe pluriannuelle. Et j'avais pris contact ce jour-là, puis en début d'année avec les équipes de la BEI, Paula Juristique, vous devez connaître, Hervé Lecoeur également à Paris. Et j'ai de nouveaux rendez-vous sur l'intérêt pour moi de diversifier les financements.
Sachant qu'on l'a peu fait, comme la plupart des bailleurs, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est qu'on ne finance pas le logement social en France à 25 ans. Je sais que Grégo Bartsch, un bailleur social allemand, membre d'IFL, se finance notamment à la BI sur ces maturités-là. Ça fait longtemps qu'en France, les financements sur le bâti sont à 40 ans. Ils étaient à 32 ans il y a 25-30 ans. Les durées ont cessé de se rallonger jusqu'à 50-60 ans sur le foncier. On le sait avec les mesures de prélèvement, de RLS et autres prélèvements CG2LS. La Caisse des dépôts a été invitée à soutenir les bailleurs sociaux par tout un package et de financement avec un nouveau prêt de haut bilan. Et là, on est sur des maturités qui sont extrêmement longues, puisqu'on est sur faire de différés d'amortissement de 20 ans, même si les montants d'affaires sont très faibles. Leur offre différée de 20 ans, financement adossé sur fonds d'épargne par la suite sur les durées de nouveau de 40 ans, sur leur ligne de financement bonifiée, des boosters. Ce que vous pouvez suivre, c'est qu'ils sont sur des montants unitaires de 6 000 à 9 000 euros logement pour faciliter effectivement l'équilibre d'exploitation à long terme. Mais on est sur des différés d'amortissement de 20 ans, encore une fois, des durées de 40 ans d'ailleurs, on va jusqu'à 60 ans. Donc effectivement, pour l'offre nouvelle, historiquement, la Caisse des dépôts a toujours été incontournable. Elle l'est encore avec les frais sur fonds d'épargne. L'inconvénient majeur, c'est qu'avoir 76% de nos dettes, et c'est le cas de la plupart des bailleurs, je pense, 75 à 80% de la dette indexée sur le livret A, même si le livret A est plafonné à 0,75 jusqu'en il a été bloqué jusqu'en février 2020, nous on a besoin de diversification de nos sources de financement. On aurait pu et dû le faire beaucoup plus sur les financements de réhabilitation ou certaines classes d'actifs qu'on peut être amené à revendre. Les PLS aujourd'hui, les logements intermédiaires, on peut être sur des durées de conventionnement qui sont plus courtes, qui peuvent justifier nécessiter des financements, mais in fine, pour équilibrer l'exploitation, parce qu'il y a des reventes à terme, mais c'est des classes d'actifs assez limitées. Sur l'essentiel du financement neuf, l'offre de la Caisse des dépôts reste incontournable, avec les limites que je vous disais sur le livret A. Donc diversifier des poches de financement pour des rachats de patrimoine déjà conventionnés, aucun intérêt d'aller chercher des fonds d'épargne en PTP avec des marges pas très excitantes sur les livret A et de rajouter du livret A pour du rachat de patrimoine déjà conventionné. Des problèmes de garantie pour ces rachats de patrimoine, parce que demander à une collectivité de reprendre une garantie de 30 ans alors qu'il n'y a pas d'offre nouvelle pour un financement nouveau, c'est pas très sexy. Du coup, nous on a déjà entrepris une diversification, on a été noté il y a 1 an et demi, cette année on a émis des obligations, y compris sur des emprunts obligataires de droit allemand des NSV, des Nationale Verschreibung, qui sont arrangés par des banques et placés auprès d'investisseurs privés, là c'est les assureurs allemands, c'est Allianz, VK ou d'autres institutionnels, pour 79 millions. L'an dernier, la moitié de nos financements étaient des taux fixes, parce que sur certaines classes d'actifs, encore une fois, c'est possible. Rachat, financement complémentaire à réhabilitation. Et là, par rapport à cette diversification que l'on entreprend de plus en plus, là où on s'intéresse à la BEI, c'est qu'on peut envisager des financements des intermédiaires, on peut aller solliciter des banques et mettre en concurrence. Reste qu'un établissement financier spécialisé comme la BEI, qui est supranational, qui bénéficie d'un funding triple A, sur des interventions, sur des maturités compatibles à certains de nos équilibres, jusqu'à 30 ans j'espère, c'est vrai que là leur offre peut être vraiment très intéressante à mobiliser. C'est pour ça qu'on me parlait d'enveloppe. Ce que la BEI m'a approché, c'est dire 50 millions sur 3 ans. Donc c'est accessible. Moi j'ai un programme de réhabilitation sur les 6 prochaines années de 11 000 logements plus des sur rachat. En gros j'ai 650 millions à mobiliser. J'ai l'habitude, pour équilibrer, pour limiter l'endettement, de mettre des fonds propres sur ces réhabilitations. C'est 25%, pardon, c'est plus de 160 millions. Optimiser la marge des financements en prêts complémentaires, et en plus on est éligible puisque 50% maxi d'une réa énergétique, je dois pouvoir trouver ça dans la masse des financements que j'ai. Donc l'étude est en cours, j'ai des rendez-vous auprès de la BEI là-dessus. Je trouve que c'est opportun, sur des maturités évidemment qu'on ne demandera jamais, c'est-à-dire le plus de 30 ans inaccessible, je suppose, en financement BEI. J'ai entendu parler de plateformes, j'ai des discussions similaires avec la BEI parce que je trouve que permettre
à des groupes de bailleurs. On parle de coopération, on parle de ça, public, privé, on en discute tous sur des schémas de coopération, ce qui n'était pas le cas avant, et nous, les gens, on était plutôt isolés, on n'était pas dans une stratégie partenariale. Ça change, c'est très heureux, et du coup, des plateformes pour finalement financer des actifs, des réhabilitations, en tenant compte en sûreté de la qualité du patrimoine et pas de la situation financière prise isolément de chaque organisme, ça peut permettre également d'unifier, de bonifier les conditions de financement. Parce que l'intérêt pour moi, pour nous tous j'imagine, de diversifier notre funding et d'aller chercher une institution comme la BEI, c'est évidemment de les faire moins cher que pas cher sur des maturités les plus longues possibles pour faire mieux que les financements de marché. Parce que la CDC Habitat a déjà émis aussi 5 milliards de NSV, d'obligations. Même avec la note qu'ils ont, parce qu'ils sont la CDC comme actionnaire, un funding BEI peut être beaucoup plus compétitif, mais même si c'est 20 points de base, c'est toujours bon sur les sommes d'emprunt importantes que l'on mobilise. Donc voilà, toute la réflexion que j'ai, c'est poursuivre la diversification, c'est d'abord ça qui m'intéresse, qui je pense peut nous intéresser, sortir du livret A sur des maturités où c'est possible. Voilà, la loi Elan, vous la connaissez, vous voyez les orientations. Le PLS de plus de 15 ans pourrait être vendu au plus de 15 ans. Pourquoi se financer à 40 ans sur le PLS? On peut faire comme le LI. Le LI, on peut se financer boulette à 16 ans et revendre à terme. On est sur des conventionnements temporaires. Le PLS pourrait être associé à ce type de financement si la réglementation change, parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas cherché, comme vous savez, 51% de prêts sur fonds d'épargne, voilà, le PLS, on n'est pas éligible à la TVA réduite, aux exo-TLPV, aux avantages fiscaux associés à la nature du financement de caisse et dépôts. C'est pour ça que sur les financements les plus longs, je ne vois pas la BEI pouvoir intervenir pour de la construction PLAI, cœur métier. Sur des classes d'actifs intermédiaires ou équivalents PLS, où on sait qu'on peut être amené à pouvoir arbitrer une partie de son patrimoine, c'est important de le mettre dans nos matrices d'équilibre d'exploitation pour avoir une partie de nos actifs qu'on peut céder. Donc là, des financements de marché ou bonifiés BEI pour cette classe d'actifs est intéressante. Et en complément de nos réhabilitations, en complément des coprets de la Caisse des dépôts, où la Caisse des dépôts a historiquement distribué des enveloppes aussi. Vous parlez de financement par des intermédiaires. La Caisse des dépôts a déjà eu des écoprêts taux fixes sur des opérations de réhabilitation, ou le premier PHB qui était bonifié qui était un funding, plus exactement, de la BEI, c'était un emprunt BEI. Donc, vous êtes déjà intervenu par des intermédiaires. Je constate de façon très pragmatique que si même la filiale immobilière de la Caisse des dépôts trouve intérêt à se financer auprès de la BEI, c'est ce que j'ai aimablement rappelé il y a 3 semaines à Marianne Laurent, directrice des prêts sur fonds d'épargne aujourd'hui, qui a été directrice financière de la SNI. Et je lui ai dit, elle a remarqué qu'on se fait des intermédiaires, on ne va pas vous remplacer, de toute façon c'est complémentaire. Et puis on fait comme vous en fait, on fait ce que vous avez fait. Et même la BEI, on trouve intérêt à diversifier le risque de taux. Le livret A, encore une fois, est bloqué. On a une nouvelle formule, un livret à long terme sur nos équilibres qui est fixé à 1,80. Je doute que ce soit vraiment pérenne ce taux-là. Bon, après, c'est corrélé à l'inflation. Mais diversifier à la source les financements sur des maturités où on n'est pas obligé de faire du 40 ans, du 50 ans, du 60 ans, sur fonds d'épargne, là, il n'y a que ça. Je trouve que c'est opportun de le faire. Et comme nous, on a calculé à 5 ans des impacts RLS et hausse de TVA, on est à 150 millions. Je n'espère pas que les mesures de la Caisse des dépôts, que ce soit quelques lissages qu'on fait, le blocage du livret A ou les enveloppes PHB, si j'arrive à les obtenir sur la programmation, si j'arrive à 70 millions, 25% de l'impact, hausse TVA, pour moi c'est près de 50 millions et j'ai 100 millions d'impact sur l'exploitation sur tous les prélèvements. Je n'espère pas que les simples mesures immédiates que la Caisse des dépôts a prises puissent compenser ce gap. Donc chercher des financements complémentaires, si possible le moins cher que pas cher, c'est opportun pour, encore une fois, des classes d'actifs où c'est possible. On a une filiale logement intermédiaire. Moi, se financer sur du démembrement, on a des montages qu'on étudie en démembrement sans garantie si possible, parce que j'ai cru comprendre que vous pouviez être senior sur la dette, c'est sans garantie, c'est ça. C'est opportun, surtout si les conditions de taux offertes de spread sont très compétitives. Voilà
le témoignage que je pouvais faire aujourd'hui. Les plateformes, oui, c'est important parce que les bailleurs qui peuvent négocier des enveloppes, c'est une chose, mais permettre à plusieurs bailleurs de se regrouper pour avoir une plateforme qui même pourrait, pardon, ça c'est coupé, même cette plateforme pourrait peut-être même émettre une dette avec des garanties. C'est des schémas que je suis prêt à étudier, qui m'intéressent, et j'ai déjà engagé des discussions avec vous là-dessus. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je voudrais qu'on applaudisse nos intervenants collectivement. Je vous propose de faire une pause de quelques minutes, le temps d'un café. On va accueillir à 15h30 Dominique Ristori, DG Énergie. Donc je pense que c'est très important qu'on soit présent à cette occasion. Donc quelques minutes de pause et puis après on reprend. Et lorsqu'on reprendra avant l'arrivée de M. Ristori, je laisserai la parole aussi à Laurent Guesquière, simplement pour qu'il nous explique la démarche qui est suivie aujourd'hui par l'USH sur la question finalement de la future mandature européenne et d'une sorte de plateforme d'idées pour une vision un peu politique du logement. Merci à vous. Merci beaucoup. Mais elle n'est pas opérationnelle. C'est bon ? Oui. Merci. Oui, tout à fait. Paul a fait beaucoup le secteur. Ouais, faut dire qu'il y a moi je suis sur la Merci beaucoup, c'était parfait, c'est vraiment ce qu'on attendait. Avec plaisir. Ce matin. Ah oui, bien entendu, les supports. Évidemment, ce matin, Merci beaucoup en tout cas. De ma part. Oui. Vous allez à Ljubljana. Efficacité énergétique. Vous revenez? Non, pardon. Juste, je voulais savoir, comme moi je ne m'occupe pas du tout de la partie finance, je voudrais savoir si j'ai ma collègue. Est-ce qu'elle peut m'accompagner? Oui, bien sûr, on va faire quelques dossiers. D'accord. Vous avez mes coordonnées. J'ai pris la N'hésitez pas. Merci beaucoup. Donc voilà, je représente le patrimoine de la salle en alors, on est parti patrimoine tout seul, nous on a 12 voilà, mais à Toulouse on est pas. C'est grand. Fin début d'après-midi, pause.